pas compris. Donc le débat est ouvert. On écoute vos interventions, vos propositions. C'est un film extraordinaire, hein. C'est vraiment des véritables malades. Là. Pour le réalisateur, ça ne peut pas être facile de les faire jouer, de les laisser s'exprimer quoi, à la façon, par la chanson, par le chant. Ça, c'est vraiment admirable. C'est documentaire, hein. Bien fait. Si j'ai bien compris, c'est depuis 2010 que la péniche existe. Depuis 2010. Depuis 2010, ça existe. Depuis 2010. Ah, oui. La péniche, oui, elle existe depuis longtemps, oui. C'est pour l'extension de l'hôpital. Il y avait un problème de lieu, donc ils ont préféré louer cette péniche au lieu de louer sur un terrain ou un bâti. Voilà. Et puis ça a permis aussi, la structure permet aussi le contact avec la nature, l'eau, etc. Oui. Je voudrais rebondir sur un aspect primordial, c'est de mettre en valeur la psychothérapie institutionnelle, donc qui repose sur deux jambes, la psychanalyse et le marxisme. Écoutez, et ce que vous voulez mettre en avant, ce film documentaire, c'est bien le fait de montrer qu'il y a une thérapeutique de la subjectivité qui nous amène à la clinique de la dignité. Et je pense que la parole elle est importante. Donc il faudrait prendre soin de cette parole. Et de cette parole, on pourra parler aussi des soins psychiques. Parce que tout au long du documentaire, il y avait la mise en avant des soins psychiques. Et avec ma collègue, on était en train de discuter et je me disais pourquoi maintenant il y a une psychothérapie institutionnelle. Mais de par cette psychothérapie institutionnelle, la question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause même la notion de la santé mentale et la remplacer par les soins psychiques? Parce que comment peut-on définir le mental? Le mental, il se définit à partir de l'affectivité, le désir. Et à travers la psychothérapie institutionnelle, ça nous montre qu'on ne peut pas médicaliser le désir. Voilà. Oui, alors la parole est à la salle, Madame Sbach. Oui. Je me disais aussi alors, Madame Sbach, je suis psychologue clinicienne, merci beaucoup. Moi, je trouve ça très intéressant et je reviens au titre « Penser le soin différemment ». Moi, ce qui me gêne, c'est à l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on est sorti de l'hôpital que ça se passe de cette manière-là. Et ce qui est intéressant à relever, c'est qu'on ne sait pas de changer ces personnes. On les accepte telles qu'elles sont et on fait du chemin avec elles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça m'a fait penser à un événement qui est arrivé. J'étais toute jeune. D'ailleurs, j'avais été en psychiatrie en France pour des stages aussi. Et puis, à un moment, dans un service particulier à Bordeaux, je suis rentrée. Il n'y avait pas de blouse. Je connaissais bien sûr le médecin chef de service et deux internes. Je connaissais personne d'autre. Et quand on est rentré dans la salle, je me suis posé la question, mais qui est malade et qui ne l'est pas? Voilà, moi aussi je me suis posé je ne savais pas. Ouais. Je ne savais pas. Voilà. Les gens parlaient, proposaient, etc. Et je me disais, mais qui est malade, qui ne l'est pas? Alors que dans d'autres structures hospitalières, quand on rentre, la limite est fixée, voilà. On sait qui est malade. Et voilà. Donc c'est très intéressant. Donc je ne comprends pas pourquoi différemment à l'hôpital. En fait, c'est parce qu'on est sorti de l'hôpital que c'est différent. Je crois qu'il y a une institution, à des différences près en Algérie, en France par exemple, l'hôpital est extrêmement mortifère actuellement. C'est quelque chose qui fait que la personne, on veut la rendre entre guillemets normale, c'est particulièrement impossible. On ne les laisse pas raconter leur histoire. Et ça, c'est triste, parce qu'ils ont des histoires à raconter, la preuve, on a bien vu. Et voilà, c'est ce qu'il faut réhabiliter. C'est cette singularité de la personne. Il y a autant, et puis le problème du diagnostic, etc., enfin, c'est très long, mais il y a autant de maladies mentales que de malades mentaux.
On n'a pas. On essaie de classifier c'est les médecins qui font ça, hein, les symptômes, etc. Mais on sait très bien qu'on ne trouvera jamais un schizophrène modèle, un paranoïaque modèle. Ça n'existe pas. On a des symptômes d'un petit peu de tout, avec des symptômes plus ou moins prédominants. C'est très complexe. Merci beaucoup. Ouais. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit madame. Oui, alors, ce contact facilite le transfert. Il n'y a pas de blues. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est... L'autre est le même. L'histoire ou l'image de l'autre est retentie. Donc, il n'y a pas cette étrangeté qu'on trouve chez la personne malade. Voilà. Et puis après, quand je dis transfert, c'est ce transfert qui permet ces choses. Ce transfert permet le contact, permet le nouage par différentes activités. Ça permet le nouage, si je parle par exemple de Lacan, le nouage de la sphère, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Hein. Le nouage se fait par l'activité et par la communication. Lacan a travaillé sur le roman de Joyce. Il a prouvé que Joyce a fait le nouage, en psychose bien sûr, il a fait le nouage, il est sorti de sa maladie grâce au nouage qu'il a fait. Oui. Et puis je voudrais aussi dire, oui. Alors oui, je laisse la parole encore à la public. Oui. Oui, ce qu'a dit madame, c'est ça qui a attiré mon attention, c'est-à-dire à un certain moment se demander qui est professionnel et qui est patient. C'est déjà souligné. Et le deuxième point, c'est-à-dire à aucun moment durant le documentaire, il était question de fou. C'était des êtres fragiles. On se voyait en eux. Et puis aussi tout au long du documentaire, ces gens fragiles étaient lucides. Ils se voyaient fragiles. Et c'est ça qui a attiré aussi mon attention. Ils se voyaient mal. Et c'est l'histoire d'une détresse humaine. C'est-à-dire, moi, je ne me voyais pas loin d'eux, ou je ne me voyais pas l'autre différente. On peut tous traverser le miroir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, vous avez commencé par votre propos en citant Antonin Artaud. C'est un très bel exemple. Et je crois que c'est le personnage qui illustre le plus bellement le fait qu'il n'existe pas de folie comme perte de la raison. Parce que quand on a eu la chance de lire les écrits d'Artaud, qui a été rédigé pratiquement durant toute sa période, entre guillemets, de maladie mentale, hein, et Adnan a raison de dire qu'il faut repenser la notion même de maladie mentale. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, par exemple, ça reste toujours une maladie honteuse, entre guillemets. Il y a beaucoup de familles qui nient le fait qu'un membre de leur famille est, entre guillemets, fou. Et donc, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est extraordinaire. Hein. Il y a un poète, il y a deux musiciens, il y a un écrivain, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, comme dit Mme Sba, on ne distingue plus qui a la raison et qui l'a perdue. Et donc, en fait, là, je crois qu'il y a des travaux récents qui consiste à repenser la notion même. On n'utilise plus la notion de folie, depuis très longtemps, mais la notion même de maladie mentale, hein, comme étant d'abord et avant tout une perte de la raison, c'est complètement caduque. Hein. Il y a même de nouvelles filières, en l'occurrence l'épistémologie de la maladie mentale, qui se distingue de la psychanalyse classique, précisément pour ces raisons-là, parce qu'elle remet en question un certain nombre de paradigmes qui, malheureusement, certains ont encore la peau dure, qui font que la maladie mentale, c'est l'anormalité. Ce n'est plus le cas. Il y a de grands créateurs en musique, en peinture et dans d'autres domaines qui ont été considérés comme étant fous.
Nietzsche, avant de laisser une œuvre monumentale, est mort, entre guillemets, complètement fou. Voilà. Et c'est extraordinaire le travail qui a été réalisé par Nicolas Philibert, il est magnifique. Hein. C'est-à-dire la caméra avait un regard intelligent sur des gens qui sont censés ne plus l'être. Et moi, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est l'ouverture des fenêtres. Ça m'a fait parler de l'inconscient. C'est l'ouverture de l'inconscient. L'inconscient n'est pas toujours ouvert, mais il s'ouvre, il se ferme. Cette ouverture des fenêtres est très annonciatrice de bien-être, de santé, etc. Cette ouverture, voilà. Et cette écoute de l'autre. Je voudrais revenir sur un aspect qui me paraît intéressant, c'est le fait, au-delà de la question de l'inconscient, c'est comment ne pas prolétariser notre imaginaire. Et je pense que la psychothérapie institutionnelle, elle répond à cette question. Parce que dans cette modernité liquide qui réifie les rapports humains, on est en train de faire clore la dimension de l'inconscient. Or que l'inconscient, comme disait un psychanalyste, pour le dire en arabe, c'est une smash. Même si on commence à être dans la négation, il est toujours là. Il est toujours présent. Voilà. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez psychothérapie institutionnelle? Alors, la psychothérapie institutionnelle, c'est un autre regard dans les institutions. C'est le regard humain, le regard de la personne et non du malade. Cette psychothérapie institutionnelle a été à Saint-Alban, elle a été lancée à Saint-Alban, et puis par Georges Houry aussi à l'école, à son stage, à l'école de la Borde. Et c'est ce regard, cette dimension humaine, cette prise en charge humaine. C'est-à-dire la psychiatrie imprégnée de psychanalyse. La psychiatrie qui prend en considération la dimension humaine. Voilà. Ce n'est pas seulement les médicaments, même si certains psychotiques, certains patients ont besoin de beaucoup de médicaments, mais il y a la rencontre, il y a le rapport, il y a le transfert avec les autres. Pour rebondir sur cet aspect, outre la clinique de la parole, c'est que la psychothérapie institutionnelle, elle repose sur deux piliers, en commençant par le marxisme et la psychanalyse. Et voilà, on peut même s'étaler sur cette question pour dire que comment même le psychanalyste Lacan disait de Marx qu'il fut l'inventeur du symptôme. Et donc c'est à partir de là qu'on peut vraiment travailler sur cet aspect. Amel, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais peut-être un peu répondre au monsieur sur la psychiatrie institutionnelle. En fait, c'est un type de psychothérapie qui abolit les frontières entre le patient et le soignant. C'est-à-dire, par exemple, un soignant peut jouer au football avec ses patients. Donc, c'est aussi responsabiliser les patients au sein d'une institution, leur donner des tâches concrètes à faire. Et voilà, je me permets, désolée. Et pardon, j'ajouterai quelque chose. Oui. Et c'est Tosquelles, Saint-Alban, et ensuite il y a Fanon. En fait, France Fanon est allé à Saint-Alban, il s'est inspiré de ce type de psychothérapie et il l'a appliqué à Blida, Joinville. Voilà. Donc on a eu en Algérie aussi la psychiatrie institutionnelle qui est arrivée grâce à Fanon. Donc Tosquelles, Blida, et maintenant il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que l'institution, en fait, c'est l'institution. C'était le terme. Voilà. Dans sa dimension mécanique et... Oui, c'est-à-dire que rompre avec les traditions carcérales presque, de l'institution psychiatrique auparavant, l'asile,
et puis en faire un outil de soin. Et c'est comme ça que les rôles sont... on change même les rôles entre soignants, malades, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais effectivement, je crois que c'est en train de retomber dans l'oubli, et c'est dommage, et de ne pas, enfin, à part peut-être en France, quelques institutions, mais ici, je sais que c'est complètement médicalisé à l'extrême, les soins. Ah oui, tout à fait ça. Heureusement qu'il y a des réactions de part et d'autre, même en France. Il y a certains hôpitaux qui prennent des dispositions, qui font leur travail d'une manière très très libre. Je parle par exemple du centre Antonin Artaud à Reims, où j'ai passé des stages. Patrick Chemla et compagnie, il y a même maintenant un directeur algérien. Patrick Chemla a pris sa retraite. Il y a un directeur, il y a algérien, un psychiatre qui suit le chemin. Et alors par rapport à cet enfermement, j'ai été invitée à un colloque international en architecture qui s'est déroulé à Oran il y a 2 années, cela, et j'ai profité, ça parlait de l'espace. J'ai profité de parler de l'espace de l'hôpital Sid Chahmi. L'espace qui est très mal utilisé, il y a des hectares, il y a des arbres, mais rien n'est fait pour les malades. Voilà. Alors que si on utilisait sciemment cet espace, les malades seraient vraiment heureux, il y aurait de la psychiatrie institutionnelle, comme l'a bien fait Fanon à Blida, avec de la musique, avec toutes les thérapies, etc. Ça m'a vraiment intéressé ce film. Et c'est-à-dire on a vu une dynamique dans les rapports, on a vu de nouvelles méthodes vraiment qui permettent aux malades de se sentir être humain. Ce que je propose par rapport à ce film, c'est si c'est possible de le passer dans le milieu médical, au niveau des psychiatres, de la prise en charge psychiatrique ou bien d'autres, pour que ça puisse donner lieu à des réflexions, à un nouveau regard. Parce que, comme l'a dit Madame Spa, c'est complètement carcéral. Et puis, je voudrais quand même parler de Emina, qui est une psychologue clinicienne, qui avait introduit une méthode qui est la musique et la musicothérapie. Et quand même, ce serait intéressant de voir son travail et de l'utiliser au niveau d'institutions pareilles. Et la dernière chose, c'est que comment utiliser ce travail chez nous, c'est-à-dire comment faire, comment arriver à faire comme eux, où le malade, c'est une personne, où il y a une dynamique, où il y a plus cette frontière entre le malade et le professionnel. Voilà. Par rapport à la production de ces méthodes en Algérie, un médecin psychiatre à Sid Chahmi, je lui ai demandé de venir et puis d'appeler ses collègues pour assister à la projection. Et là, je vois qu'il y a des réticences, administratives. Les gens, pour bouger, il faudrait qu'il y ait des directives d'en haut, mais il faudrait toute une autre politique, un autre regard pour faire ça. Parce que nous avons un substrat, nous avons une culture qui accueille le malade. بكري كانوا يقولوا هذاك والي مريض يتهلوا فيه يلبسوه يغسلوا له والناس كاع يعيشوا معاه وعايش مليح محمي il est protégé la société en Algérie et dans le Maghreb et dans les sociétés comme je l'ai cité au début et un peu partout, cette tradition, ce substrat culturel qu'on a ici en Algérie et qui n'existait pas en Occident. Donc si on partait de ce substrat et faire un travail de renouvellement serait bien. Voilà. Merci.
On a perdu, hein, Je sais pas. Le problème, c'est pas tellement. Pardon, s'il y a quelqu'un. Le problème, c'est que c'est pas tellement. Je crois que c'est le regard que la société dans son ensemble, avec l'industrialisation de l'Algérie et des pays qui lui ressemblent, quoi, comme dans le Maghreb, etc. Je crois que l'industrialisation de ces pays a tué justement tout ce qu'il y avait comme regard sur la maladie mentale. Et ce regard-là a complètement changé. Le malade mental, ce qu'on considère comme étant le malade mental, là aussi il y a un problème de définition, est à écarter parce qu'il est écarté économiquement, parce qu'il gêne, parce qu'il porte l'opprobre sur la famille. Donc on écarte. Et c'est pour ça que Tchermi est resté loin, on s'en occupe le moins. En plus, la maladie mentale, et vous le savez très bien, dans la structure médicale est vraiment de parents pauvres. Donc c'est toutes ces raisons qui font que le regard que nous portons sur la personne différente, pour ne pas dire le malade mental, elle va rester comme ça si vraiment on ne fait pas ce type d'action et si vraiment il n'y a pas un travail militant à mener. Vraiment. Les gens pensent que non, un malade mental, on doit lui donner ses comprimés et il doit rester tranquille. Voilà. Même des médecins parlent comme ça. Hein. C'est pas uniquement les personnes qui sont pas spécialistes de la question, mais ils te disent non, moi tout ce que je veux, c'est que le service soit tranquille, le calmer et puis c'est bon. Donc ça aussi, c'est un travail en profondeur dans la société algérienne, puisqu'on est là, mais c'est un travail en profondeur dans les sociétés pour que justement notre regard change. Et j'en veux pour preuve l'absence de pédopsychiatrie dans notre pays. La maladie mentale chez l'enfant et l'adolescent, surtout, est complètement niée. Donc, je crois, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, qu'on a commencé la formation de spécialistes en pédopsychiatrie, ce qui est aberrant. Et regardez le problème qu'on a avec l'autisme, etc. Donc il y a un réel travail de fond à faire, non seulement au niveau des chercheurs et des praticiens, mais une prise de conscience de la société en général, et bien sûr une prise de conscience au niveau des décideurs qui, eux, font les politiques publiques. Pour reprendre ce que disait Madame Sba, c'est vrai que maintenant on met en valeur cette camisole chimique, on traite les individus comme des rats de laboratoire et on occulte la dimension subjective. Et je pense que c'est un travail à faire et à prendre en considération pour lutter contre la fabrique de notre servitude. Voilà. Je vais juste partager avec vous une expérience que j'ai eue il y a quelques années. Donc, j'ai étudié la psychologie en France et donc j'ai été très intéressée et touchée par la psychiatrie institutionnelle et par Fanon. Et je suis venue en Algérie, j'ai fait mon stage de master à l'hôpital psychiatrique d'Oran, service addiction. Et en fait, j'ai créé un atelier de théâtre thérapeutique avec les patients et aussi dans ma façon d'être et de faire avec les patients qui étaient majoritairement des hommes. J'essayais un peu d'être, de leur parler en dehors des moments des séances de psychothérapie, m'asseoir avec eux par terre dans le service, discuter, ils me racontaient leurs histoires, enfin on partageait. Et j'étais devenue du coup la femme parce que c'était que des hommes. Parce que tu parlais de réticence administrative ou je sais plus, mais il y a aussi des réticences culturelles. C'est-à-dire une femme, même si elle a un statut de psychologue qui discute avec des garçons dans une cour, dans un service, c'est très mal vu. Et du coup, les soignants, pas les psychiatres, mais en tout cas les infirmières, m'ont isolée. Donc j'ai été rejetée parce que c'était pas normal qu'une femme discute avec des patients garçons, qu'elle s'assied par terre avec eux, là j'étais toute seule à faire de la psychiatrie institutionnelle.
Donc voilà, c'est pas que l'administration, c'est aussi culturellement, ça bloque, quoi. C'est pas possible de... Pardon, voilà, je vais juste partager un truc concret. Moi, je profite pour parler de Amel. Amel a joué un rôle dans le film sur France Fanon. Abdida, elle est comédienne. Elle a joué un fils dans le rôle. Elle a eu un rôle dans le film de France Fanon. Le film de France Fanon est passé à Alger récemment. Ouais. Et je crois qu'on va la voir à la fin du mois sur Orange. Ah, c'est bon ça. Je ne sais pas ce qu'il va passer, je ne sais pas si c'est... Il sort, oui, il y a une sortie en Algérie fin novembre, exactement. Mais je ne sais pas dans quel cinéma en fait, aucune idée. On va demander. Voilà. C'est pas ça. Et l'an dernier, il y avait la promotion de la philosophe psychanalyste Cynthia Fleury qui avait fait un travail extraordinaire sur la clinique de la dignité où elle met en valeur la dimension fanonienne. Et malheureusement, elle n'a pas eu le visa, donc du coup, la conférence a été annulée. Bonjour, moi je suis complètement profane dans le domaine, je ne connais rien du tout, mais j'ai juste une petite idée autour de nous, une petite expérience aussi. On voit beaucoup de jeunes qui commencent par la dépression. Et la dépression, ils vont vers la folie, ne serait-ce que d'une manière symptomatique. Nous, on voit la folie. Et me rapprochant de certains jeunes, enfin par hasard comme ça, j'ai vu qu'il ne leur fallait pas beaucoup. C'est juste un problème familial qui se transforme en dépression, puis une dépression sévère, et puis c'est la folie. Ils parlent tout seuls, ils marchent dans la rue, des jeunes, des plus que jeunes peut-être aussi. Moi, comme j'ai dit, complètement profane, mon domaine, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire intermédiaire entre, c'est-à-dire avant la folie, avant que ça devienne fou, que les gens deviennent fous. Il n'y a pas un truc pour repêcher ces jeunes, parce que souvent, ils n'ont pas besoin de grand-chose, ils ont juste besoin d'un peu d'attention, d'un peu de compréhension, de leur expliquer les choses, des fois juste un malentendu dans la famille. Il y a des gens qui sont très fragiles, on les appelle fragiles, c'est hypersensibles. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où c'est pas carrément traiter la folie directement, mais juste repêcher, il y en a beaucoup. Hier, j'ai vu quelqu'un qui marchait, parlait à haute voix. Franchement, il était bien habillé, c'est nouveau, il vient de débarquer dans le domaine. Merci. Ouais. Merci. J'ai une petite... je panique un petit peu. On est dans une société d'esthétique, société de perfection, société de modèle. Et les gens qui deviennent fous de tout, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à avoir ce... Donc pour moi, la solution, c'est, par exemple, le film, la vidéo qu'on a vue, en quelque sorte, c'est comme casser cette esthétique, casser ce modèle. Parce que si on n'est pas beau, on n'est pas blanc, donc on n'est pas bien. Donc casser ce modèle d'esthétique, et ce que cette présentation a, justement, c'est par casser cette frontière entre le normal et l'anormal. Je pense que ça, c'est juste une idée. Merci. Une dernière question. Moi, je pense qu'il faut prendre en considération le patient et être à l'écoute. Voilà ce que je veux dire. Oui. Bonsoir. Je voulais réagir, je peux poser une question. D'accord. J'avais une question concernant les personnes qui accompagnent ces patients-là. Là, par exemple, sur le bateau, il y avait les gens qui étaient au bar, d'autres qui faisaient des ateliers musique, théâtre, etc. Il y a certainement des médecins, des psychiatres, mais est-ce que toutes les personnes
qui accompagnent, qui ne sont pas malades, qui ne viennent pas là en tant que patients, sont des professionnels de santé. Je ne sais pas pour le film, mais plus généralement dans cette psychothérapie institutionnelle, est-ce qu'il y a des bénévoles ou des artistes qui viennent donner un atelier ou accompagner qui ne sont pas forcément des professionnels de santé? Voilà, merci. Oui, non, alors je réponds. Oui, en principe, c'est des lieux, enfin je connais un petit peu, c'est des lieux qui sont assez ouverts. Hein, bon, bien sûr, il y a un minimum d'organisation. C'est des lieux qui sont assez ouverts, donc quand on propose quelque chose, généralement c'est plus ou moins accepté. Maintenant, pour bien sûr, évidemment qu'il y a des choses à faire avant, en partant d'une simple dépression. Bien sûr, ne serait-ce que l'écoute dont vient de parler monsieur, c'est extrêmement important. Vous savez, pendant 12 ans, j'ai animé une émission de radio, simple. Hein. Pendant 12 ans, j'écoutais les gens et je leur répondais en général pour déculpabiliser, pour dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que je vous propose, mais vraiment, hein, mais c'était radiophonique, hein, je ne les voyais pas, et il y avait des échanges comme ça, non seulement entre moi et la personne, mais aussi entre le public, entre eux. Et je vous assure qu'à la sortie de la radio, en bas, les gens attendaient, venaient, c'était de 11h à midi, tous les samedis, à midi, quand je sortais, je trouvais des gens qui me disaient le fait de vous avoir parlé, d'être écouté, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Donc c'est tout. Des fois, c'est aussi simple que ça. Bon, bien sûr, après, il faut y avoir, il y a des psychotiques, bon, ça c'est plus complexe, effectivement, il y a d'autres types de problèmes, mais par moment, et surtout avec les adolescents et les femmes. Moi, j'ai remarqué ça avec les femmes, surtout les femmes au foyer. Alors, elles me disent, mais le fait d'en avoir parlé publiquement, alors qu'elle était au téléphone, hein, le fait d'en avoir pu parler publiquement, vous avez accepté ce que j'ai dit et on en a discuté entre nous, tous, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et des années après, je ne sais pas quand j'ai arrêté, ça fait 2-3 ans, il y a encore des gens au marché qui me disent « Oh madame, c'était bien, il faut recommencer ». Tout ça parce que c'était l'écoute, simplement. L'écoute, ouais. C'est très important. Et je crois que ce qui manque dans nos sociétés actuellement, c'est ça, justement. C'est qu'on ne s'écoute plus. On est sur l'esthétique, on est sur le paraître, on est sur la réussite sociale, mais on ne s'écoute plus. Même à l'intérieur de nos familles, on ne s'écoute plus. Ouais. On ne se parle plus. Voilà, c'est ça. Merci. C'est vrai. J'ajouterais l'acceptation de l'autre, hein, l'acceptation de l'écoute, l'acceptation du différent, accepter le différent, accepter l'autre par la famille et par l'entourage aussi. Cette écoute, elle pourrait être faite par l'entourage social proche, par la famille et par la suite aussi par des spécialistes, par exemple à distance, et puis des prises en charge aussi précoces. Des prises en charge précoces. Quand je dis prise en charge socio-psychologique. Hein. Voilà. C'est la société, c'est connaître le symptôme et connaître d'où vient le mal. C'est pas le médicament, c'est autre chose. Pour la question du bénévolat dans ces institutions, oui, il y a des compagnies de théâtre, il y a des musiciens qui viennent, bon, pas en Algérie bien sûr, mais qui animent, et il y a même les comédiens, même des troupes de théâtre, dans les hôpitaux, les gens écrivent, font du théâtre, font de la musique, les malades eux-mêmes, avec les médecins, avec les soignants, avec tous les soignants. Et les soignants sont imprégnés de psychanalyse. Même l'infirmier assiste aux conférences, même l'infirmier est imprégné de psychanalyse. Tout le monde fait la même chose. Moi, j'ai un souvenir, quand je faisais mes stages au pavillon 35 avec Rabardel, professeur Rabardel, on a voulu faire une fête pour les malades à la fin de l'année. Alors, nous étions 3 filles, 3 psychologues, 2 sociologues, des garçons, et on a voulu faire une petite fête. Donc, on a organisé ça d'une manière très, très simple. Il y avait l'assistante sociale qui a mis à notre disposition du pavillon. Elle a mis à notre disposition une voiture avec un chauffeur. On passait dans
dans les usines, dans les fabriques, etc. Et on ramassait des gâteaux, de la limonade, du café, etc. Et les camarades garçons ont contacté une troupe de théâtre et un orchestre chabi. Et on a fait dans la chapelle, là, on a fait le buffet. On prenait les malades, 2 à 3 à la fois, ils mangeaient, ils buvaient, puis on les ramenait dans la salle. C'était, et regardez le spectacle, hommes et femmes, hein, c'était des you-you, c'était le spectacle, tout s'est très bien passé. Mais c'était une journée qu'on avait faite comme ça, bénévolement, hein, c'était, tout le monde était mis la main à la pâte. Bon, le professeur Abardel n'a pas voulu, n'a pas été tellement d'accord, il avait un petit peu peur, mais on a été encouragé par un autre médecin, par un neurologue qui était aussi français, qui travaillait à l'hôpital d'Oran. Voilà. Donc, il suffit de changer, c'est tout ça. Et c'est à la portée des soignants, c'est à la portée des infirmiers, c'est à la portée des médecins, c'est à la portée de l'économe de l'hôpital, de faire des petites choses comme ça, toutes simples. Mais pendant toute la vie, pas en fin d'année. Une visite officielle, donc ils font une fête. Non, ça c'est la vie. Il faudrait les imprégner de la vie. Je voudrais, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on parle de la parole, elle est créatrice de sens. Il y a une vertu créatrice dans la parole. Mais la clinique de la parole, elle diffère. C'est pas un processus uniquement cathartique. Donc la psychanalyse, elle répond à cet aspect. Donc, et du coup, pour valoriser aussi cette dimension de l'inconscient, quand on est en train aussi d'occulter, etc. Et pour revenir sur ce que disait Hakim, quelle est la solution? Que peut-on faire? Déjà, valoriser la singularité et l'expression de l'individualité. Essayer d'avoir des expressions libres, essayer de valoriser la dignité de l'homme. Donc, qu'on le veuille ou non, le philosophe Kant posait 3 questions, et qui sont d'une actualité plus lente. Qui suis-je? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et l'homme cherche, il est dans cette question, il est dans ce questionnement-là. Donc il ne faut pas le brider, il faut le laisser s'exprimer. Et pour terminer, je dirais que comment Freud avait établi un rapport à la parole, il disait que on est vraiment valorisé, on est dans la subjectivité que lorsque quelqu'un parle. Je vous remercie. Merci pour ce très bel échange, un beau débat. Merci Madame Sassi. Et merci à tous d'avoir été là et d'avoir participé au débat et à la réflexion sur un sujet qui nous touche tous, je pense, un sujet de société. Merci. Merci.